Bonsoir, ravi de vous retrouver ce dimanche soir. Alors si la perspective d'attaquer une nouvelle semaine de boulot, de froid, de grisaille vous donne un peu le blues, vous avez bien fait de choisir Europe 1. Nous sommes à vos côtés jusqu'à 1h du matin, tout à votre écoute. Et si vous avez des petits, des gros soucis un peu en ce moment, n'hésitez pas à nous les confier. Paul et Jeanne attendent vos appels au 39 21 avec la complicité de Fabrice Fougerousse qui réalise cette émission. Et bien sûr, vous pouvez également me contacter par mail europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 et je me ferai l'écho de tous vos messages tout au long de ces 2 heures de direct. Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Ingrid. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, merci, oui. Bon, vous avez passé un bon week-end? Oui, ça va, merci. En fait, je vous appelle pour un sujet, un problème qui à moi paraît un peu compliqué et j'ai besoin d'un peu d'éclaircissement, je pense. Il s'agit d'un garçon que je connais depuis 8 ans à peu près. Donc on se connaît bien. Et puis on se plaît aussi beaucoup, je pense. En juin, on s'est un peu rapprochés. On est d'abord sortis prendre des verres. Et une des premières choses qu'il m'a raconté, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas discuté de façon un peu plus intime, une des premières choses qu'il m'a dites, c'était qu'il était toujours amoureux de son ex, qui vit malheureusement sur un autre continent, en Amérique centrale. Et il semblait déjà au mois de juin bien malheureux de cette situation, mais ne pouvait apparemment rien faire pour arranger les choses. Elle était partie pour un stage, pour le travail, pour non, définitivement. C'est une fille de là-bas en fait. Oui, j'ai compris. Mais donc il l'avait rencontrée, elle était repartie dans son pays. Il n'y avait aucune perspective. Non, il l'a rencontrée là-bas. D'accord. C'est un Français, mais il a vécu 6 mois là-bas il y a 1 ou 2 ans. C'est comme ça qu'il l'a rencontrée. Donc il était malheureux de ne plus la voir. Ouais, ce qu'il vous dit. Il s'était quitté en fait par mail ou par téléphone quoi. Une fois lui rentré en France. Voilà. D'accord. Mais ils sont toujours en contact pour diverses raisons professionnelles que je vais pas vous raconter, mais ils sont de toute façon toujours en contact. Et puis donc moi j'avais bien ça en tête, comme on était plutôt amis qu'autre chose. Je lui ai donné quelques conseils que j'aurais donné à n'importe qui en lui disant mais bats-toi, si tu l'aimes alors fais quelque chose, bouge-toi, vas-y, dis-lui, est-ce que tu lui as dit ci, est-ce que tu lui as dit ça, bon bref. Mais ça paraissait pas possible. Et puis finalement, comme entre nous la relation a évolué, et, on a fini par sortir ensemble. Depuis le mois de juin et moi j'avais quand même toujours ça derrière la tête parce que c'est-à-dire son ex. J'avais toujours en tête que il y pensait, que c'était un sujet. Il ne vous en parlait plus ou il continue? Il continue à en parler, à vous en parler. Il suffisait que j'en parle. C'est vous qui commenciez à en parler. Je savais en plus qu'il devait y retourner au mois de... d'abord c'était au mois de septembre, puis octobre. Enfin, il était question qu'il y retourne. Donc, je savais que pour moi, cette histoire n'était pas réglée. Si je lui disais... si je lui en parlais, il disait « Mais oui, mais elle veut plus me parler. » Voilà, d'un air tout triste. Donc, c'était pas très agréable quand même pour moi. Non. Et puis, du coup, si vous voulez, ça m'a bloquée malheureusement. Je me suis pas... j'ai eu du mal à m'investir dans la relation. Parce que je savais toujours qu'il y avait ce truc où lui, je le sentais pas fou amoureux de moi, si vous voulez. Même si je ne demande pas qu'il soit fou amoureux de moi, j'avais envie qu'il aime que moi, en tout cas. Et puis, il est parti comme prévu finalement au mois de novembre.
en Amérique centrale. Oui. Et puis là, pendant 15 jours, j'ai quasiment pas eu de nouvelles. Alors que, bon, on peut quand même... aujourd'hui, il y a des moyens de communication. Oui. Voilà. Et quand il est revenu, donc récemment, j'ai senti un vrai... j'ai senti qu'il y avait un problème. Et c'est vrai qu'en discutant et en... peut-être comme savent le faire les filles, en poussant un peu, à son retour, il m'a dit que quand il était là-bas, il s'était aperçu que cette fille était avec quelqu'un d'autre et que ça l'avait rendu vraiment triste parce que oui, il l'aimait toujours et oui, il était toujours très amoureux. Donc je l'ai pas très bien pris en fait. Vous lui avez dit sur le moment, parce que quand il vous confie ses états d'âme, c'est-à-dire que là vous n'êtes plus dans le registre de l'amitié, vous. Il se trouve que vous êtes sa nouvelle petite amie. Donc voilà. ou est-ce que vous écoutez très placide ce qu'il vous dit? Ah bah là, j'ai pas pu être placide du tout, non. Oui, ça s'est vu sur votre tête. Il a vu que vous étiez, enfin que ça vous attristait ou ça vous mettait en colère, enfin ça vous perturbait en tout cas. Il a vu. Ah oui, bien sûr. Et est-ce que là, qu'est-ce qu'il a dit justement? Est-ce qu'il a voulu rattraper un peu le coup ou pas? Non, c'est là que ça a été comique. Je sais pas si je dois dire comique, mais dans un premier temps, il m'a dit que je pouvais comprendre ça quand même, que ça l'avait chamboulé entre guillemets les 15 jours qu'il avait passé là-bas, que ça lui avait fait du mal, et que je pouvais comprendre qu'il lui fallait du temps. Le comprendre intellectuellement, oui, mais il n'empêche que c'est pas agréable pour vous, parce que c'est insécurisant pour vous. C'est ça. Même si dans le fond, de se mettre à ma place. Oui, c'est-à-dire qu'il ne se met pas suffisamment à votre place parce qu'il est dans ses tourments et donc il ne réalise pas que pour vous c'est perturbant et vous, oui, insécurisant. Et il me prend pas au sérieux parce que en fait, ce sujet, ces derniers mois, il est venu quand même quelques fois sur la table et comme à chaque fois, il avait réussi à rattraper le truc, si vous voulez, pour lui, en gros, cette dernière fois là où je me suis vraiment mise en colère, pour lui, c'était une nouvelle crise entre guillemets. Et il me prenait pas au sérieux. Mais cette fois, je lui ai réexpliqué ce week-end que pour moi, c'était pas gérable, que j'envisageais pas la vie. Comme je vous le disais tout à l'heure, je comprends qu'on puisse ne pas être amoureux follement de quelqu'un, mais on peut pas aimer deux personnes en même temps. Et moi, j'ai envie qu'il aime. Enfin, la personne qui est avec moi, j'ai envie qu'elle n'aime que moi. Oui, mais vous saviez dès le départ, comme le dit justement Pnop qui envoie un petit message, que ça allait être un peu compliqué parce que vous vous êtes lancé dans cette aventure en sachant que ce garçon avait en tête son ex et que finalement il avait un peu la tête et le cœur ailleurs. Donc il n'a pas. Vous le saviez, mais vous n'aviez peut-être pas mesuré vous que ça vous ferait souffrir à ce point-là. J'avais mésestimé l'ampleur peut-être de ses sentiments pour cette fille. Ou peut-être le fait que vous, ça vous bouscule trop. Parce que finalement, vous me dites que c'est souvent vous qui lui parliez d'elle. Elle était entre vous. Vous aviez du mal à faire abstraction d'elle. Ben oui. Non ? C'est ça, oui, c'était souvent vous qui... Enfin, il y avait un peu son fantôme présent là. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça fait que vous-même, vous avez eu du mal à vous lancer dans l'histoire avec enthousiasme, avec un peu légèreté, avec... C'est ça, c'est complètement ça. Ça manquait, pour moi, cette relation, elle manquait malheureusement complètement de légèreté. Oui, et oui, mais parce de part et d'autre, hein. Parce que lui était effectivement un peu, et encore malheureux, et avait encore la tête tournée vers cette fille. Et vous, du coup, vous aussi, ça vous plombait, si je puis dire, un peu, de façon familière, parce que ça vous angoissait. Ouais, et ce que je trouve incroyable, c'est que, donc là, il y va, enfin, il y est allé, il s'est aperçu que cette personne était maintenant avec un autre garçon. Oui, mais ça, c'est bien pour vous, je trouve. Et même pour lui, ça va l'aider à tourner la page. Ça l'aide même pas, il n'arrive pas à tourner la page, il cherche toujours son contact. La fille devait faire des photos pour son entreprise, machin. C'est lui qui est venu lui faire les photos.
Je lui ai dit, mais c'est hyper malsain ton truc. Tu cherches de plus en plus le contact alors qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que vous n'allez pas être audible auprès de lui puisqu'il pourrait vous dire que vous êtes juge vous pouvez pas être jugé partie, même si dans les faits vous avez raison. Mais du coup, comme vous êtes aussi sa petite amie, ça passe plus. Mais après non, mais là, je le suis plus. D'accord, oui, vous avez raison. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez pris de la distance. Vous pouvez pas. Il faut avoir un moment, lui, qu'il avance. Le risque, c'est que vous soyez vraiment sa confidente de ses tourments. Mais c'est ça, parce que hier, donc la grosse discussion de rupture entre guillemets a eu lieu hier soir. Et ensuite, il me rappelle. Et la conversation, elle tourne à nouveau là-dessus. Où il voulait m'expliquer. Oui, il voulait m'expliquer pourquoi c'était pas possible, etc. Je dis non, mais stop. Je suis pas Mère Teresa. Je suis pas ta confidente. Oui. Tu trouves quelqu'un d'autre. Vous avez raison. Ça me fait assez de mal, donc ça peut pas être moi. C'est vrai. Non, mais vous avez raison. Et puis pour une fois, il peut pas vous demander ça. Et là, quand vous étiez au début dans la relation, vous étiez amis. Bon, c'est ça. Voilà, donc vous pouviez jouer ce rôle d'écoute, de conseil, comme le font des amis. Mais là, c'est plus possible. Il faut qu'il est tellement pris, lui, dans son, dans ses tourments, dans ses errements. Il vous oublie. Et comme le dit complètement. Comme le dit Prune, il manque de tact, en l'occurrence, du coup. Parce que c'est vrai qu'il oublie complètement que vous, ça vous fait souffrir et que ça vous blesse. Donc, après tout, vous avez bien fait de dire qu'il se rende compte, et c'est aussi ce qui peut lui permettre de clarifier les choses, c'est-à-dire qu'il est en train de fantasmer sur une fille qui est à l'autre bout de la planète, qui est hyper loin, avec qui, de toute façon, c'est impossible. Elle est hyper loin. Il n'y a pas de projet qu'elle revienne ou quoi ou qu'est-ce. De toute façon, elle a déjà tourné la page puisqu'elle est avec un autre garçon. Et n'empêche que lui, il continue là-dedans dans une histoire impossible. Vous êtes à côté. Apparemment, je veux dire, c'est même pas apparemment, c'est que vous lui avez plu, sinon il serait pas sorti avec vous. Mais en même temps, il a pris depuis longtemps. Oui, d'accord, mais jusque-là, vous n'étiez jamais sortis ensemble. Une fois comme ça, mais sans plus, sans suite, quoi. Oui, mais enfin, ça veut dire qu'il éprouve quand même quelque chose pour vous. Mais moi, je me demande s'il m'a pas utilisé. Je lui ai demandé, mais tu m'as utilisé en fait pour la rendre jalouse. Oh, je crois pas. Non, là vous faites du mal. Non, je crois que non. Là, je crois que vous faites du mal inutilement. Mais non, comment voulez-vous qu'elle le sache, elle en Amérique du Sud. Par tous les systèmes. Non, c'est que lui-même, il était. Il a une attirance pour vous, mais il apprécie même plus les moments qu'il passe avec vous, puisqu'effectivement, il est fixé sur elle. Alors, là où il vous disait au début, comprends, il faut me laisser un peu de temps, c'est pas faux non plus. C'est vrai c'est ce qu'il dit maintenant. Et hier soir, il m'a rappelé en disant non, mais il me faut du temps. Donnez-lui du temps. Finalement, d'une certaine façon, vous lui en donnez du temps, qu'il fasse la part des choses, et peut-être qu'il va se rendre compte, après tout, qu'il est en train de vous perdre et de gâcher une histoire qui peut être finalement une belle histoire, parce qu'il fantasme sur une fille qui est à l'autre bout du monde, quoi. Et quand on lui dit, on a une discussion poussée, l'autre jour, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'elle a de spécial, qu'est-ce que tu lui trouves? Et il me dit, mais je sais pas, en fait. Non, mais là, voyez, vous avez bien fait là de couper court, parce que pour vous, c'est pas valorisant. Vous voyez, vous commencez comme toujours, et c'est humain dans ces cas-là. C'est en gros, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? C'est insupportable, quoi. Ça. Elle est loin, j'ai envie de vous dire. Donc, voyez, il peut. Du coup, c'est le fantasme qui prend le relais, c'est l'imaginaire, et ça, on a du mal à l'arrêter, le robinet à fantasme. Je lui ai dit, en fait, on idéalise beaucoup. Oui, exactement. Ça se trouve, elle serait là dans sa vie tout près. Au bout d'un moment, il aurait vécu quelque chose avec elle. Ça serait peut-être déjà fini. Alors que là, elle est loin, elle est inaccessible, elle est bon. Mais peut-être que ça va lui passer, parce que c'est vrai que pour le moment, votre situation à vous, elle était impossible, je trouve, là. Ça tournait court. Vous étiez pas bien là-dedans, c'est insécurisant. Lui, il pensait à cette jeune femme. Bon, au moins les choses sont plus claires. C'est-à-dire que finalement, là pour le moment, il est le bec dans l'eau. Il est plus avec elle et puis il est plus avec vous. Peut-être qu'il va se rendre compte que. D'ailleurs, il m'a rappelé ce soir, à ma grande surprise, pour savoir comment j'allais. Tiens. Je lui ai dit, mais j'ai pas besoin. Enfin, je lui ai pas dit. Ensuite, je lui ai écrit que j'avais pas besoin de sa pitié.
Mais au téléphone. Oh non, ne faites pas ça parce que là je trouve que vous auto-flagellez. C'est pas de pitié, Non, c'était pas la pitié qu'il ressentait en vous appelant. Là il a un peu peur le garçon. Enfin, c'est ce que je me suis dit. Mais vous dévalorisez, je trouve trop. Ouais. Attention à ça. Hein. Au téléphone, je lui ai dit, écoute, on va pas se demander tous les jours si on va bien. Toi, tu suis ton chemin et moi, je suis le mien. Et puis. C'est bien que vous ayez été ferme et en même temps, on sent qu'il y a de la colère. Donc j'ai senti que oui, il était un peu le bec dans l'eau, comme vous dites. Mais c'est pas mal parce qu'il va pouvoir se rendre compte qu'il peut vous perdre. Et vous voyez déjà, il appelle et il se soucie de vous. Il est fort possible. Un peu loin hier. Oui, mais bon, il est tellement pris. Vous savez, quand on est pris dans quelque chose, on en oublie. Surtout que vous avez une relation où vous avez été, ça fait 8 ans que vous vous connaissez, donc où vous vous connaissez bien, mais c'était une relation amicale, enfin de confidence, donc par moment, Oui, pardon. Non, une relation amicale, oui, à peine, si vous voulez, oui. Vous me dites que vous vous connaissez bien, donc. Oui, on se connaît. Oui, on se connaît bien. Oui. Vous connaissez bien ou pas? Si, bien sûr. Si, oui. Excusez-moi. Ouais, d'accord. Non, mais parce que peut-être que par moment, il confond un peu tout. Vous êtes l'amie, la petite copine, la confidente quand il va pas bien. Donc c'est vrai que vous avez raison. Vous pouvez pas jouer tous les rôles là. Je trouve que j'ai été très gentille et patiente, mais. Oui, c'est bien que vous vous mettiez un peu en colère. C'est ce qui peut aussi vous donner un peu y compris de valeur à ses yeux, de se rendre compte que si vous acceptiez tout, il se rendrait même pas compte de pouvoir savourer ce qu'il vit finalement. De pouvoir savourer, pardon. Mais ce qu'il vit avec vous, c'est-à-dire qu'il est avec vous, mais s'il a la tête ailleurs, ça va pas. Je me rends pas compte parce que quand je lui ai dit, mais tu m'as dit que tu l'aimais, tu m'as dit que tu étais amoureux, il me dit oui, mais c'est relatif. Alors je sais pas s'il dit ça pour atténuer. Enfin, je me rends pas compte de la valeur des mots. Ne pesez pas chaque mot, parce que je trouve qu'après le problème, c'est qu'on se fait souvent du mal à peser chaque mot, alors que les choses sont dites dans l'instant et que ça peut évoluer, ça va certainement évoluer au fil du temps. Vous aussi, vous avez certainement eu dans une histoire d'amour eu du mal à tourner la page. Non? Ça vous est jamais arrivé ? Oui, sûrement, mais si, sûrement. Alors, il y en a qui restent seuls dans cette période-là, et puis il y en a qui se jettent dans une autre histoire, et c'est parfois plus facile quand on a quelqu'un qui nous plaît, qui est proche, qui est à la fois l'ami, le confident, et puis qui en plus où il y a du désir. Mais du coup, tout est un peu confus. Et c'est vrai que pour le coup, ça prend du temps. Dans un sens, quand on a été vraiment amoureux, on ne désinvestit pas une relation comme ça. Oui, mais là, elle est loin, dites. Mais non, mais Ingrid, moi, ce que je vous dis pas autre chose. Je trouve que vous avez eu raison. C'est-à-dire qu'à un moment, vous n'êtes pas son infirmière. Et en même temps, je pense très sincèrement qu'il faut vivre les choses et que je peux pas forcer ses sentiments. Et que si vraiment il l'aime, je lui ai redit, mais vas-y, quoi. Oui, mais justement, d'avion pour Noël. Non, mais c'est pas à vous de lui dire ça. C'est son problème, comme le dit Frésia, là. Vous voyez, c'est pour ça que vous avez bien fait de mettre un terme à cette histoire, je dirais, parce que, pour le moment, je sais pas après ce qui peut arriver, mais en tout cas, vous en arriviez à lui donner des conseils, et en gros, vas-y, fonce, va la rejoindre à Noël. Attendez, faut pas être masochiste. C'est pas à vous de lui dire ça. Mais il en parle à personne, c'est ça qui est incroyable. Eh ben justement, il trouvera d'autres personnes. Et puis peut-être que justement, les autres copains ou copines à qui il va en parler vont lui dire c'est quand même dommage parce que elle est loin, elle a un nouveau petit ami, et puis là, il y a une grille avec qui c'est un peu idiot. Mais bon. Donc c'est pas mal qu'il arrête. Vous faisiez office de tout là, ça va pas. Je vais vous lire avant qu'on se quitte quelques messages qui me parviennent là pour vous. Il y a Frésia qui dit il faut que vous soyez sûr de vous et déjà que vous arrêtiez de lui parler de cette fille. Elle ajoute c'est son problème. Simone, j'arrête de lui parler tout court, je pense. Écoutez, après tout, pourquoi pas. Pour le moment, oui. Pour le moment, oui. Simone dit il utilise peut-être un peu pour penser ses plaies. Il souffle trop le chaud et le froid. En tout cas, en ce moment. Feuille d'érable qui dit changer de chemin. Pour le moment, il n'a pas vraiment de projet avec vous. Vous risquez un peu de perdre votre temps dans cette histoire. Quelqu'un dit voilà, à vouloir aimer comme ça quelqu'un qui est au loin, il a tout perdu. Lui aussi doit se sentir bien seul ce soir, mais cet auditeur ou cette auditrice, moi, je pense encore. certainement.
certainement en plus. Et hier soir, après la discussion, qu'il a rappelé 2 fois. J'avais le sentiment qu'il était bien penaud et qu'il se sentait bien plus mal que moi au final. Oui, mais c'est peut-être ce qui va le faire avancer. Si on reste, vous voyez, moi je me dis, c'est aussi là il était dans quelque chose d'un confort. Il n'était pas seul dans un quotidien, il était avec vous, avec qui il est bien. Et puis en même temps, il pouvait cultiver, gratter ses plaies. C'est pas très joli, mais enfin en pensant à l'autre qui est loin. Et puis être en contact aussi toujours avec elle, parce qu'elle gère des choses pour lui là-bas, donc il est forcément toujours en contact. C'est son problème. De toute façon, il aura compris au moins une chose, c'est que ça suffit de vous parler d'elle. Vous voyez ? Ouais. Donc, alors il y a Pnop qui dit cette séparation est salutaire parce que cet ex sera toujours présent entre eux. C'est pas le point de vue de Brigitte qui dit le fait que vous ayez rompu va lui permettre enfin de clarifier les choses et peut-être de revenir vers vous si cette attirance fantasmée s'estompe enfin. Je partage ce point de vue. C'est-à-dire que il y a rien pour le moment. Il était dans quelque chose de trop. C'était trop confortable pour lui. Donc là, il est face à lui-même. Et c'est là où il va peut-être faire des choix et peut-être revenir vers vous. En tout cas, il aura compris que il faut qu'il arrête de vous parler d'elle et puis qu'à un moment, il tourne la page. C'est qu'à cette condition. Vous verrez bien. Mais en tout cas, je trouve que vous avez pris une décision qui est la meilleure pour vous. Hein. Je trouve. Il me semblait. Même si c'est pas facile pour vous, mais en tout cas, sinon vous preniez une place trop. On n'en parlait pas valorisante. Pas tout le temps, mais moi, dans mais mon quand esprit, même. en tout cas, ça prenait beaucoup de place. Trop. Bon, voilà. Ouais. Donc, écoutez, laissez-le. Vous allez voir, terminer passer ses fêtes cette année. Peut-être qu'il va faire un bilan un peu entre guillemets et qu'il vous reviendra en début d'année. Vous verrez, mais de toute façon, on force pas les sentiments. Non. C'est pour ça que je dis que chacun doit suivre son chemin. Voilà, comme le dit la chanson. Je vous embrasse, Ingrid. Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir, Dominique. Bonsoir, Caroline. La reprise était super. Ça vous a plu ? Oui. Ah oui, c'est plus lent, hein. C'est un rythme beaucoup plus lent. Oui, c'est plus lent, mais j'aime autant le métal que ça. Je veux dire, quand on aime la musique, on trouve quelque chose de bien dans tous les styles. Ah, vous aimez la musique, le métal ? J'aime quoi ? Non, mais vous me dites, vous m'avez pas dit que vous aimiez la musique métal ? Oui, si. Ah oui, c'est particulier ça, hein ? Ah, mais j'adore. Oui, non, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient d'écouter, là. Mais j'aime ça aussi. Vous êtes très éclectique dans vos choix. Ah, mais oui, mais ça va de Mozart à... Et la musique métal ? Oui, la musique métal. Ah, c'est étonnant. Non, mais ça m'étonne, parce que... C'est-à-dire les Hellfest. Oui. Tous les gens du Nord qui chantent. Oui. En plus, je les trouve superbes parce qu'ils sont baraqués, ils sont gras. Ah, c'est ça, je comprends. Ils ont des cheveux longs, parce que vous savez, la longueur des cheveux, autrefois, c'était le signe de la virilité. C'est vrai, oui. Voilà, quand on connaît Samson, c'est pas pour rien. Bien sûr, il perdait toute sa force. Oui. Ben oui. Et oui. Donc, les autres, naguère, comme on dit, jadis, les cheveux longs étaient signe de virilité et moi je trouve ça... Alors vous regrettez les années 70 où les hommes avaient les cheveux longs. Vous savez, je suis née en 48. Donc j'avais 20 ans en 68. Oh là là, ça a dû être une époque formidable pour vous. Oh, j'étais super gâtée. On sent que vous en avez bien profité. Oh oui. Non mais j'aurais eu tort. Bah bien sûr. Attendez. On avait la pilule. On avait les mecs avec les cheveux longs. Et en plus, on pouvait leur dire non, je ne taperai pas ton tract. Non, je ne le distribuerai pas. C'est moi qui l'écrirai. Et vous étiez engagé dans... Ah mais énormément. Alors là, j'étais à fond dedans. Vous avez vécu mes 68 à fond. Voilà. Ah oui. Pas en Alors France. vous écoutez le billet d'humeur. Pas en France ? Comment ? Non. Où ça ? J'étais en Allemagne. Ah, bah alors vous écoutez d'autant plus Daniel Cohn-Bendit, son billet d'humeur le matin. Ça doit vous plaire. Je ne le rate jamais. Oui, j'imagine. Il a encore un peu les cheveux pas longs, mais enfin quand même un peu, comme ça. Non, il a jamais eu les cheveux longs. Il a jamais eu les cheveux longs, je suis d'accord avec vous, mais il a encore comme ça des cheveux un peu en broussaille. Il a toujours eu un charisme, et puis alors il aime les femmes.
Ça, c'est sûr. Ah a priori, oui. Ah oui, vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Et puis, il a un charisme et une façon de s'exprimer qui fait que c'est ce que j'ai connu dans les universités allemandes. C'est-à-dire qu'il est très... on le comprend très bien et il dit des choses compliquées. Mais on le comprend très bien. Oui, il est toujours. C'est vrai que, enfin, je veux dire, il n'utilise pas un vocabulaire hyper compliqué. On le suit bien, et c'est vrai qu'il tient un discours aujourd'hui qui est loin d'être majoritaire. Et il continue. Et il a toujours été comme ça, et c'est ça que j'admire. Il est cohérent, oui. C'est qu'il n'a pas suivi cette tendance. Par exemple, quelquefois, souvent, je regarde Yves Calvi sur la 5. Alors là, ils font des efforts, mais certains économistes ou certains, ils s'envolent dans des trucs vraiment, vraiment très perso. On dirait qu'ils parlent entre eux, quoi. C'est pas pour les gens. Il fait des efforts pour être pédagogique, vous voulez dire? C'est ça? Non, vous voulez dire chez Yves Calvi, ils font des efforts? Oui, ça reste quand même en général, très pédagogique. C'est dans l'air. Il y a d'autres endroits où vraiment, moi je comprends parce que j'ai appris, mais je me mets à la place de tout le monde. Chacun a son domaine et on n'est pas doué, on ne sait pas tout. Hein. Donc, mais c'est pas ça qui me... Non, c'est pas ça qui vous amène, hein. Non, c'est pas ça qui à moi. C'est plutôt... Vous avez rencontré un homme avec des cheveux longs, un rat, une espèce en voie de disparition aujourd'hui, hein. Ils ont plutôt le poil ras. La barbe revient. La barbe revient, mais parce que j'ai connu beaucoup d'hommes avec de très beaux cheveux longs. Oui, mais je sens que ça vous a marqué. Ça m'a beaucoup marqué. Mais avec l'âge, ils les perdent souvent. C'est ça le problème un peu, non? Oui. Ça, vous n'avez pas tort. Sur ce plan-là, c'est moins esthétique. Alors, ils peuvent compenser avec la barbe. Voilà. Non, mais écoutez, moi, j'ai eu les cheveux jusqu'aux fesses, jusqu'à, je sais pas, très vieille. Et maintenant, j'ai les cheveux courts. Ça m'a rajeuni 10 ans. Et il faut suivre son âge, quoi. Je veux dire, oui, c'est ce qu'on dit, les cheveux courts, à un moment, ça rajeunit. Mais je trouve qu'il y a des femmes qui ont les cheveux longs, ça leur va encore très bien. Oui, c'est vrai. Mais ça dépend Ça dépend de la forme du visage et tout. Enfin bon. Ça dépend des gens, voilà. Mais de toute façon, c'est pas ça. Mais c'est très agréable de parler de ça. J'espère que ça va réjouir les auditeurs. Ça contrarie un peu le réalisateur de ce soir, Fabrice, parce qu'en lui, il n'a pas du tout les cheveux longs. Il a un peu, vous voyez, il a mis la tondeuse et c'est très très rare. Alors quand vous avez dit que c'est un signe de virilité, vous me l'avez un petit peu contrarié. Je dois vous avouer. Vous l'avez, voyez. Mais non. Parce qu'il ne faut pas le titiller là-dessus. Hein. Il est comme tous les hommes. Hein. Il ne faut pas qu'on le titille sur sa virilité. Non, mais c'était un symbole. Voilà. C'était le symbole de la virilité, les cheveux longs. Voilà. Mais ça n'empêche pas que des hommes aux cheveux courts ou qui ont le poil plus ras peuvent être aussi très virils. Voilà, comme ça, il va être content et jusqu'à la fin de l'émission. Exactement. Mais j'ai eu des amants qui avaient des cheveux, qui étaient même chauves et ça me dérangeait pas du tout. Ah bon? Ouais, d'accord. Oui. Non, mais j'ai eu plein de monde. Oui. Vous avez eu une vie amoureuse très riche. Bah, écoutez, c'est formidable. Oui, mais à 66 ans, quand on se retourne, on se dit, au moins j'ai profité. Vous avez bien vécu. Voilà. Alors aujourd'hui, vous voulez me parler de votre fils, hein, voilà, je vais beaucoup moins bien vivre, je pense. Qu'est-ce que vous allez moins bien vivre? Noël, c'est ça, vous appréhendez un peu. Eh oui, on arrive, là, ça approche à grands pas, et les réunions de famille. Non, je n'appréhende pas du tout. C'est simplement que je me dis, si j'y vais, j'ai tort. Si je n'y vais pas, je vais avoir tort aussi. Alors, dites-moi, expliquez-moi un peu. Si vous allez où? Mon fils est resté chez moi très longtemps parce que il a fait des études assez longues. Après, il était en CDD tout le temps, donc il pouvait pas prendre de loyer. Donc, vers 24-25 ans, il a commencé à chercher à acheter un studio parce que finalement, c'est plus facile d'acheter quand on est en CDD que de louer. Ah bon? Oui. Vous m'étonnez là. Ah si, parce que à partir du moment où... Vous avez un haut-parleur?
Est-ce que vous avez mis le haut-parleur Non, j'ai pas de haut-parleur. Non, parce qu'il y a un écho terrible avec votre téléphone. Ni de radio, ni rien. On va pas trop se lancer peut-être dans les. On va peut-être en venir au fait du problème. J'étais surprise un peu, mais allez, on va. Comme on a déjà beaucoup parlé des cheveux, si en plus on se lâche dans le CDD. Donc, qu'est-ce qui vous préoccupe autour de Noël? Y aller, pas y aller, chez qui? Voilà, c'est que mon fils vient d'emménager avec sa compagne et il veut fêter le réveillon de Noël chez lui avec elle. Et il invite, alors je sais pas, apparemment toute sa famille à elle, qui est, ma belle-fille est charmante, demain elle vient déjeuner avec moi et puis on va faire des trucs, on s'entend bien. Mais le problème c'est qu'il veut aussi inviter son père. Et là vous vous entendez pas bien avec son père? Il se trouve que son père m'a pratiquement défiguré. Ah bon? Oui, il m'a balancé un coup de botte dans la figure et... Donc quand vous étiez encore ensemble évidemment, oui, pas après. Je l'aurais pas laissé approcher si près. Et vous en portez encore les séquelles Oui, j'ai des douleurs très fortes dans l'oreille droite et j'ai la narine droite qui se bouche régulièrement, et j'ai des migraines du côté droit et j'ai toutes les dents les molaires du haut du côté droit qui sont en train de se déchausser. Enfin bon. C'est lourd, hein. Oui, c'est très lourd. Et puis donc vous n'avez pas envie de vous retrouver face à lui, ce qu'on peut comprendre. C'est-à-dire que c'est pas que j'ai pas envie, c'est que si je suis face à lui, j'ai peur. Parce que Jeanne me disait, mais il faut pas boire. Je sais plus si c'est... Mais non, mais que je à Jeanne ou à la limite, il faudrait mieux que je sois un peu gaie et que j'oublie. Non, mais attendez, vous ne l'avez pas revu depuis depuis combien de temps finalement? Attendez, mon fils avait 6 ou 7 ans. Il en a 26 maintenant. Donc ça fait 20 ans que vous ne l'avez pas revu. Et pour la première fois, votre fils rêverait de vous réunir? Alors, c'est-à-dire que j'ai revu mon ex il y a quelque temps, une fois, une soirée, parce qu'il m'a appelé. Il était complètement... il n'était pas bien. Il m'a dit, je viens de chercher, dîne avec moi. Alors, c'est le père de mon fils. Mon fils l'aime. Et j'ai dit, oui. Et là, c'est ce soir-là que j'ai compris que non, je pouvais vraiment pas le supporter, quoi. C'était plus possible. En plus, il a fait d'autres trucs que j'hésite à le dire à l'antenne. Oui, vous n'êtes pas obligé de le dire à l'antenne si vous avez peur de choquer. En tout cas, c'est même pas que vous n'avez pas envie, c'est que ça déclenche une peur chez vous. Vous n'êtes pas bien quand vous le voyez. C'est viscéral. D'accord. Moi, je dis de toute façon que je refuse d'y aller ou que j'y aille. De toute façon, j'aurai tort. Aux yeux de qui? De tout le monde. Tout le monde, enfin j'imagine qu'il y a quand même votre fils ou des gens de la famille savent qu'il y a eu de gros problèmes entre vous. Donc pourquoi vous... Il a l'air toujours tellement gentil. Il a peut-être l'air, mais il n'empêche que, vu les séquelles que vous... Attendez. Non, Dominique, attendez, c'est là. Vu les séquelles que vous me décrivez à l'antenne de l'agression qu'il a eue vis-à-vis de vous, qui subsiste encore des années après, je pense que c'est pas passé inaperçu au sein de la famille. Donc, il y a une partie de la famille qui sait aussi ce qui s'est passé avec cet homme. De mon fils. Et le reste de la famille, vous n'en avez parlé à personne? Non. Ah c'est étrange. Pourquoi? Ça se voit en plus. Enfin, je veux dire... On se sent coupable quand on est... Je sais pas. Peut-être sur le moment, mais enfin après, des années après, vous avez quand même des semaines après. Et puis vous avez été très abîmés, donc les gens se sont rendus compte. Vous n'avez pas dit que vous étiez tombé dans l'escalier? Si. Ah bon. Ben oui, c'est ce que j'ai dit en premier. En quoi c'était totalement improbable, parce que l'escalier étant en bois, ça aurait pas pu être à ce point, quoi.
ça a quand même duré assez longtemps. Enfin, en tout cas, ils savent que depuis 20 ans, vous n'êtes plus en contact. Ça a quand même un sens. Puis après tout, peu importe ce que pensent les gens, l'important, c'est ce que vous ressentez vous. Et si être en présence de cet homme déclenche de la peur chez vous, vous n'avez pas lieu de vous imposer ça. Et votre fils peut le comprendre. Non, on en a parlé 3 fois, on s'est disputé 2 fois, et la 3e fois, il m'a dit « je ne veux plus en parler avec toi ». Bon, alors qu'il ne veuille plus en parler, c'est une chose, mais en même temps, vous pouvez ne pas vouloir être en présence de cet homme. Et votre fils est suffisamment grand aujourd'hui pour comprendre que à Noël, il a 26 ans, eh bien, tant pis, cette image de la réconciliation de son père et de sa mère au moment de Noël, il l'aura pas parce qu'il y a des traces de traumatisme trop présentes. Il peut le comprendre, votre fils. Il aimerait, il est dans un idéal de famille. Il ne veut pas, mais il peut le comprendre. Et à part lui, personne n'est au courant. Hein. Je veux dire, de famille, je n'ai plus que mon fils. Mes parents sont décédés. Je n'ai plus aucune relation ni avec ma sœur, ni avec toute sa famille, à elle. Et j'ai un fils aîné qui vit à l'étranger, mais je ne sais pas trop où, et qui ne veut plus me parler depuis 2000. Alors, qui craignez-vous concrètement à cette réunion familiale à part votre fils? Soit je n'y vais pas, oui. Et je risque de perdre le dernier fils. Mais non. Non. Soit j'y vais, et alors là, je vais passer pour la mégère de service si jamais je craque. Et j'ai peur de craquer. Alors il vaut mieux ne pas y aller. Si vous avez peur en plus de craquer, c'est-à-dire de vous en prendre à votre ex-mari. Mettez-vous à ma place. C'est difficile de rester sereine dans ces conditions-là. Alors justement, vous n'y allez pas. Il vaut mieux que vous n'y alliez pas que de vous mettre dans une situation où vous allez peut-être, effectivement, justement, parce que vous parlez d'alcool, l'alcool aidant, un petit peu... Non, mais j'essaierai de faire attention. Oui, enfin, on sait comment ça se passe souvent à Noël. Il y a souvent, justement, dans les réunions familiales, parce que les gens s'alcoolisent un petit peu, des choses qui sortent comme ça, et ça termine en pugilat. Ou enfin, en tout cas, il y a des paroles dites qui peuvent blesser. Donc, si vous craignez cela, et déjà, à froid, vous dites que vous avez peur de ne pas vous contrôler, il vaut mieux ne pas y aller que d'être dans quelque chose, d'un scandale, d'un conflit et de gâcher la fête. Et votre fils peut très bien le comprendre. Je suis totalement à jeun et déjà rien que d'y penser, ça me... j'ai l'impression que je vais vomir. Oui, alors justement, ne vous rendez pas malade et vous n'y allez pas. C'est très simple. Vous voyez, j'ai même beaucoup de... Je vais vous lire les messages qui me parviennent. Prune, c'est très clair, n'y allez pas. Et puis, ne vous rendez pas malade, n'y allez pas. Vous pouvez voir votre fils et sa petite amie un autre jour, le réveillon, vous pouvez le faire ou le lendemain. Enfin, il y a des tas de possibilités. Non, apparemment, ils ne veulent pas, hein. Ils n'ont prévu que le soir de Noël et après, ils sont totalement libres et je ne les verrai pas, quoi. En tout cas, vous réfléchissez, vous pesez le pour et le contre et vous en parlez très clairement à votre fils. Ça fait longtemps que je réfléchis parce qu'il m'a dit ça il y a quelques mois. Hein. Et depuis, j'ai du mal. Oui, mais vous n'êtes pas assez ferme. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est votre fils. De toute façon, il n'avait pas ces Noël enfants, son père et sa mère réunis. Donc il est peut-être... Jusqu'à 6 ans. Hein. Oui, jusqu'à 6 ans, mais il en a 26 aujourd'hui. Donc il peut fantasmer, effectivement, comme souvent tout un chacun, et c'est pour ça que Noël peut être compliqué, cet idéal de famille idéale réunie, et puis parfois la famille, elle est tout sauf idéale. Et du coup, il peut comprendre, puisque lui est au courant de ce qui s'est passé entre son père et vous. Alors, il vous dit ne m'en parle plus, d'accord, s'il a plus envie de remettre ça sur le tapis, surtout au moment où il va revoir son père, mais de dire que pour vous, c'est trop douloureux, ça, depuis que vous y repensez justement, ça vous rend malade déjà. Donc effectivement, vous aimeriez lui faire plaisir, mais vous sentez que vous ne pouvez pas et que vous craignez d'ailleurs, si vous veniez, que peut-être vous soyez débordé par trop d'émotions, par trop de colère, et que
vous protéger, le protéger, c'est ne pas venir. Si vous lui dites vraiment de cette façon-là, en étant très clair, il n'y a pas de raison que votre fils vous en tienne rigueur. Il vaut mieux ne pas y aller que finalement de faire un esclandre en famille. Donc il faut que vous en soyez convaincu. C'est ça, c'est tout. L'invitation, elle vient aussi de ma belle-fille. Donc, je la vois demain. Est-ce que vous croyez que je dois lui en parler ? Eh bien, vous lui en parlerez demain. Vous allez lui en parler tranquillement. Je peux lui dire pourquoi ? Parce qu'elle ne sait pas. Mais vous pouvez dire qu'effectivement, vous avez eu un problème avec votre ex-mari et qui s'est montré extrêmement violent avec vous. Et que depuis, effectivement, vous n'avez plus eu d'échange, et que c'est pour ça, d'ailleurs, que son fils... Vous lui dites très clairement les choses, c'est tout, sans rentrer trop dans les détails, mais bien sûr que vous pouvez lui dire. Votre fils a bien dû lui dire que ses parents étaient séparés, qu'ils ne se voyaient plus, et que ça a posé des problèmes. Donc vous lui en parlez. Ses parents sont séparés aussi. D'accord, oui, mais on peut se séparer sans qu'il y ait autant de heurts. Oui, divorcés, mais... Donc dites-lui très clairement. Il faut que vous en soyez sûr, hein, et vous tergiversez trop, là. Non, parce que j'ai peur de tout casser. J'ai peur de me retrouver vraiment seule. Mais écoutez, votre fils, il va pas vous lâcher comme ça. Il peut très bien comprendre. C'est pas contre lui. C'est même plus contre son père. C'est que ça déclenche en vous quelque chose que vous n'arrivez pas aujourd'hui encore à surmonter parce que le traumatisme est trop fort. Donc, au contraire, vous pouvez même lui dire que c'est pour le préserver la relation aussi qu'il a avec son père, que vous préférez ne pas venir et que vous trouverez d'autres moments de fêter les fêtes ensemble. Vraiment, franchement. C'est une bonne idée, parce que ça, c'est positif au moins. Bien sûr, oui, mais parce que dans les faits, je vous le dis, il vaut mieux que vous n'y alliez pas plutôt que d'être très mal et que finalement, ça tourne à l'esclandre familial. Ça, pour le coup, ça serait beaucoup plus problématique. C'est vraiment tout ce que je voudrais pas. Eh ben, alors n'y allez pas. Et d'accord, vous en parlez demain avec votre belle-fille. Faut pas c'est ce que dit Printa, vous compliquez pas comme ça les choses. Vous n'y allez pas, vous restez. Il faut aussi parfois un peu s'écouter, hein. Ne pas vous mettre dans une situation où ça vous fait violence. À l'évidence, ça vous fait violence. Rien que d'y penser, ça vous rend malade. Donc, n'allez pas vous mettre dans une situation de violence, de malaise, de mal-être. Vous avez le droit de vous protéger. Ça fait des mois que je me torture. Bon, alors justement, vous dites à votre fils, ça me rend malade, j'y pense depuis des mois, et finalement, rien que d'y penser, je suis très mal. Et n'en rajoutez pas trop non plus, vous voyez, parce qu'à un moment, il faut, si vous posez les choses de façon claire, et en disant non, j'aurais aimé, mais je me rends compte, depuis plusieurs mois, je repense à ça, j'avais envie de te faire plaisir, mais je me rends compte que c'est trop pour moi. Et je pense qu'au contraire, pour moi, c'est vous aussi, vous vous préservez, mais aussi pour votre fils, pour la relation qu'il a avec son père et vis-à-vis de la famille, vous préférez ne pas être là. D'accord ? Oui. Voilà. Dites-lui très clairement. C'est très sensé ce que vous dites. Et quand on est en plein dedans, on est beaucoup moins sensible. Oui, parce que surtout, on veut faire plaisir à tout le monde et puis finalement, on oublie l'essentiel. C'est-à-dire que si je casse tout, ça va pas. Oui, il vaut mieux pas. Oui, il faut mieux exactement. pas. Vous avez tout compris. Oui. Allez, bon courage et puis passez quand même de bonnes fêtes. Et puis vous aurez l'occasion, vous dites avec votre belle-fille, votre fils, de fêter ça un peu avant, un peu après. Hein, voilà. Du coup, je serai toute seule avec le chat. Oui, mais vous savez, parfois il vaut mieux être toute seule que se retrouver dans un climat où on est très mal. Hein. D'accord, vous faites très après. J'ai peur en plus, alors c'est ça. Allez, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Je vous remercie beaucoup. Au revoir, au revoir Dominique. Ensemble encore pour une belle heure de direct pendant laquelle je vous invite à composer le 3921 pour me parler de vous, peut-être d'ailleurs de ces fêtes de Noël qui approchent, des réunions familiales qui vous angoissent comme cela angoissait Dominique, l'idée de retrouver des ex à table, les familles qui se recomposent à ce moment-là ou des membres de la famille avec qui on est fâché. Donc n'hésitez pas à en parler
parce que je sais que ça soucie beaucoup de personnes, ce moment des fêtes, des retrouvailles qu'on fantasme, qu'on idéalise. Souvent, on aimerait bien retrouver une famille unie, chaleureuse, comme ça, sous le sapin. Et puis, parfois, ça se passe un petit peu autrement. Alors, Amanda, qui est en Corse, il faut dire, elle dit, vous savez, parfois, un bon repas, des gâteaux, un bon film, même seul, c'est aussi ça, la magie de Noël. Au moins, on est tranquille, dit Amanda. Courage, je suis seule aussi et ça se passe pas si mal que ça. C'est ce que dit Yvan. Il dit, de toute façon, si Dominique y va en étant mal et qu'elle fasse un scandale, c'est là où elle risque de tout perdre parce que son fils lui en voudrait beaucoup. Et évidemment, c'est ce que dit Bob également. Ça serait plus catastrophique d'y aller et de faire un esclandre. Et puis Printa dit, oh là là, mais se complique bien l'existence, Dominique. Elle le sent pas, qu'elle n'y aille pas. Il faut rester simple et fidèle à soi-même. Et oui, mais c'est pas si simple quand on compose avec les uns et les autres et qu'on veut faire plaisir au tonton, à la grand-mère, au fiston. Et c'est pour ça que c'est souvent compliqué et qu'on aimerait bien que la magie de Noël soit au rendez-vous. Mais bon, parfois il y a un peu de dispute autour, je sais pas, du foie gras ou de je ne sais quoi. Allez, on va accueillir Jackie. Bonsoir Jackie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de m'avoir sélectionnée. Je vous en prie, Jackie. J'ai vu que vous, je sais pas, vous devez subir une petite intervention chirurgicale. J'espère que c'est là, avant les fêtes ou après? Non, c'est après les fêtes. C'est une prothèse totale de hanche. D'accord. Et donc, je suis quelqu'un dans la vie qui est assez cartésien, assez logique. Oui. Mais là, je n'arrive pas à me raisonner et je fais des crises d'angoisse terribles. Et j'ai déjà annulé une intervention l'année dernière parce que j'avais peur, quoi. C'est une vraie phobie, quoi. Une phobie de tout ce qui concerne la médecine. J'ai énormément de mal à aller dans les cliniques. J'ai énormément de mal à passer des examens. Je me suis jamais fait opérer, donc là, vous voyez, pour moi, c'est énorme. Donc je me suis dit que vous pourriez peut-être me donner quelques conseils avisés et puis peut-être me sécuriser un petit peu. Je sais pas, je me trouve totalement irrationnelle. Oui, comme la peur, il y a quelque chose d'irrationnel dans la peur, même si ça, c'est ce qui nous protège aussi parfois d'avoir peur. Donc votre peur, elle est pas si irrationnelle que ça. On n'aime pas, on est très nombreux, on est des millions à ne pas aimer aller à l'hôpital, angoissé à l'idée de se faire opérer, d'avoir une anesthésie. Enfin, vous voyez, c'est pas quelque chose de naturel aussi. C'est pas, ça déclenche de l'angoisse. C'est toujours un peu insécurisant. Voilà, alors donc, très, très entourée par mon mari, mes enfants, etc., ils me disent, mais écoute, il y en a des opérations, des anesthésies, ça se fait couramment, cette opération-là, c'est une opération courante, oui. Martel en tête, etc., oui. Et puis ils me disent, tu te replies sur toi-même, tu deviens triste, franchement, alors du coup, je garde ça pour moi, et ça, je trouve pas la solution, quoi, alors, peut-être, je me disais, peut-être qu'il existe peut-être je pourrais avoir un support médicamenteux, parce qu'un support de psychothérapie, ça va arriver très rapidement, parce que c'est début février, ça serait trop court. Est-ce qu'il existe éventuellement des médicaments qui peuvent enlever une angoisse comme ça Bien sûr. Bien sûr qu'il peut y avoir des anxiolytiques qui peuvent vous être donnés par votre médecin. Puisque vous me dites que vous avez déjà, annulé une intervention. L'année dernière, oui, et Dieu sait que... Et pourtant, vous souffrez, j'imagine, parce que si vous en arrivez à avoir cette intervention, une prothèse totale, vous devez souffrir quand même. Disons que j'en arrive à presque plus pouvoir marcher, tellement j'ai mal. Oui, alors là, ça va pas. Non, ça va pas du tout, non. Et pourtant, je suis quelqu'un qui aime sortir, qui aime aller au restaurant. Oui, ça vous limite terriblement dans votre vie. Voilà. Alors que vous allez retrouver une autonomie. Voilà. Vous allez retrouver vraiment, puisque c'est une intervention maintenant qui est très fréquente, qui est vraiment, les chirurgiens orthopédiques maîtrisent parfaitement ça, et où les gens retrouvent une mobilité extraordinaire. Moi, j'ai un voisin qui s'est fait opérer. Là, finalement, je lui ai demandé sa rééducation, puisque c'est ce qu'il craignait après la rééducation. Il me dit qu'il a fait dans l'escalier, parce qu'il y a pas mal d'escaliers, que ça lui suffit, et c'est incroyable, quoi. Comme maintenant, il est mieux. Enfin, même au niveau du visage, on sent les traits plus détendus, moins crispés, parce que ça, quand on souffre,
Ça crispe aussi, ça se porte sur le visage. Oui, c'est sûr que même si on essaie de le cacher un peu aux gens qu'on aime, on est quand même bien plus triste et moins enjoué, moins... Mon mari me dit qu'il me sent un petit peu lointaine dans mon monde. J'ai dit oui, c'est vrai que ça me perturbe beaucoup, quoi. Mais comme lui est quelqu'un d'assez optimiste et qu'il voit que le beau côté des choses, et il me dit comme vous, de toute façon, tu vas bien marcher après, ça sera mieux-être, etc. J'ai du mal à partager avec lui vos angoisses. Voilà. Vous en avez parlé avec votre chirurgien ? Oui, je lui en ai parlé. Et il m'a dit qu'effectivement, je fais la nouvelle intervention qui se fait par la voie antérieure en mini-invasive. Donc, c'est une intervention où on a moins de séquelles, puisque pas de coupure, ni de muscles, ni de tendons. Je me suis renseignée beaucoup pour savoir quels étaient les chirurgiens qui pratiquaient cette nouvelle méthodologie. Et donc, il m'en a parlé ouvertement. Je lui ai dit que j'avais excessivement peur. Alors, il m'a dit, je vais vous donner de l'homéopathie, mais je sais très bien au fond de moi-même que ce ne sera pas suffisant. Votre intervention a lieu début janvier ? Début février. Oh là là, oui, alors le problème, vous voyez, là déjà, vous commencez à être mal et ça va vous gâcher les fêtes, tout ça. Ah oui, ça me gâche. Ça fait depuis l'année dernière, je sais que je dois me faire opérer. Je suis très très angoissée par ça, et le soir, quand je suis dans ma chambre et j'essaie de trouver le sommeil, je me vois entre mon lit et faire sans arrêt le couloir vers la salle d'opération, et ça devient une vraie obsession. Oui, ça devient obsédant. Il faut faire attention parce que là, ça devient une obsession. Une obsession, et vous, évidemment, forcément, vous envisagez le pire. Voilà. Parce que quand vous êtes dans une anticipation anxieuse et vous imaginez le pire, donc ça va pas. Non, je crois qu'il serait important quand même là que vous ayez peut-être un peu un soutien. Il s'agit pas de vous médicaliser, de vous shooter, c'est pas du tout ça. Mais peut-être déjà avec quelque chose de léger, un peu, si vous allez sentir une amélioration, et peut-être voir, le service. Il n'y a pas parce qu'il n'y a pas des psys dans tous les services, ou de la relaxation, de la sophrologie. Vous proposez un peu quelque chose comme ça en parallèle pour vous aider un peu, vous détendre un peu, quelque chose ou de parler aussi. Mais il n'y a pas des psys dans tous les services. Non, mais là c'est une clinique qui est sur Nantes et a priori, mais c'est pas un manque de confiance. J'y vais, je dis très confiante. La seule chose que j'ai peur, c'est de faire une énorme crise d'angoisse, quoi. Mais c'est pour ça qu'il est préférable que vous ayez quelque chose avant. Et c'est à voir aussi avec votre chirurgien, parce qu'effectivement, avant une intervention, on évite de donner justement des médicaments. Ça crée des interactions. En tout cas, il faut en parler. Oui. Donc, mais si vous arrivez et que vous faites une méga crise d'angoisse, c'est pas l'idéal non plus. Non, au moment où on va avant vous opérer. Donc, il vaut mieux traiter un peu le fond déjà. Voilà, c'est ce que je me disais. Et est-ce qu'il existe vraiment, parce que moi je connais rien dans ce genre de médicaments. Il existe des médicaments, oui, ça c'est clair, que des anxiolytiques. Oui, surtout que que vous pouvez, si vous n'en avez jamais pris, ça va vous faire d'autant plus de l'effet. C'est-à-dire que vous allez sentir très clairement, vous n'allez plus avoir cette anticipation, cette panique finalement qui vous gagne. Oui, je reçois beaucoup de messages qui me parviennent, ce qui montre que cette intervention est devenue très très courante. Il y a le petit prince qui dit c'est normal d'appréhender. Lui a eu 2 prothèses de hanche et désormais je galope. Alors il vous dit courage. Et puis il y a effectivement quelqu'un me dit elle va être très bien après l'intervention, si elle savait finalement elle s'angoisserait moins. Un auditeur me dit j'ai été opérée entre Noël et Nouvel An dernier, et qui dit que vous pouvez l'appeler pour en parler avec lui. Didier dit vous n'êtes pas la seule à avoir peur. Même Brigitte Bardot refuse depuis des années de se faire poser des prothèses. Elle reste avec ses douleurs car elle a une angoisse très forte des anesthésies, nous dit Didier. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Attendez, Mam dit, je suis comme vous, j'ai subi 2 interventions, pose de prothèse totale des hanches en 8 mois, ça s'est très bien passé, faites comme moi, parlez-en à votre médecin. Ok. Et on va accueillir, il y a des auditeurs déjà au 39 21. Marie qui propose de la méditation. Alors,
c'est vrai que vous pouvez anticiper, demander peut-être à ce moment-là à votre chirurgien en disant je suis tellement angoissée, est-ce que dans le service vous pouvez, mais le problème c'est qu'à l'hôpital il y a des délais d'attente parfois un peu longs, mais vous pouvez faire un peu de relaxation, de sophrologie, méditation, ça se développe de plus en plus. D'ailleurs dans les hôpitaux pour faire que les patients face à un stress qu'ils peuvent ressentir puissent apprendre un peu à y faire face. Mais enfin je veux dire, quand on en a ce niveau-là d'angoisse, c'est aussi bien quand même que votre médecin traitant déjà vous prescrive un peu des anxiolytiques. On va accueillir Francine. Bonsoir Francine. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vous appelle parce que je viens d'être opérée. Là, j'ai été opérée le 6 octobre. D'accord. Et je voulais rassurer cette dame en lui disant que c'est vraiment rien du tout en fait. Moi aussi, j'étais un peu angoissée, donc j'ai demandé à mon médecin qui me donne des médicaments, enfin de l'homéopathie surtout. Oui. Et puis, il faut qu'elle ait confiance, bien sûr, et qu'elle connaisse le chirurgien, enfin qu'elle le connaisse, qu'elle ait eu, enfin qu'il se soit bien entendu. Je pense que ça, c'est très important. Et surtout aussi l'anesthésiste, parce que c'est quelqu'un aussi de très important. Alors moi, je me suis fait opérer à Paris, parce que j'habite pas très loin, j'habite à Paris, à la clinique Arago, où on ne coupe pas les muscles. Oui, donc, c'est une nouvelle technologie, effectivement, la chirurgie. On cite pas trop de noms de cliniques, hein. Je dis à l'avance pour les autres auditeurs, peut-être ne citez pas. Oui, surtout les cliniques, c'est privé, donc on évite de faire de la publicité pour tout ce qui est, voilà. C'était par voie antérieure, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc on n'a pas besoin de rééducation. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, et ça c'est vraiment formidable, quoi. Moi je vais vous dire, j'ai été opérée le 6 octobre. Et vous allez très bien aujourd'hui, vous sentez? Je trotte comme un lapin, je conduis ma voiture, je monte et je descends les escaliers. Voilà. Donc par rapport aux douleurs que vous aviez auparavant, vous dites finalement pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Oui. Après l'intervention, on a 2 jours ou 3 jours de morphine avec une pompe, donc on n'a pas du tout mal. Parce que la morphine, c'est quand même un produit qui est complètement extraordinaire, mais on l'a pas longtemps, quoi. On l'a juste 2 jours après l'intervention. Oui, c'est-à-dire que maintenant, on prend très bien en charge la douleur. Effectivement, avec la pompe, vous pouvez vous-même régler dès que vous avez mal et hop, ça intervient tout de suite. Voilà, voilà. Bon, alors c'est très rassurant tout ça. Ah oui, c'est formidable. J'ai 71 ans, hein. J'ai pas 40 années. Oui. Eh ben tant mieux. Comme ça, vous êtes libérée pour les fêtes, Francine. Vous allez pouvoir passer de très belles fêtes. Oui, voilà. Oui. Merci pour le témoignage. Merci beaucoup, Francine. Je vous en prie. Merci de votre appel, au revoir. Il y a la cravate rouge qui dit oui, vous pourriez en parler au médecin anesthésiste plutôt qu'au chirurgien. C'est vrai que c'est une très bonne idée qui vous prescrira des anxiolytiques légers dans les jours ou les semaines qui précèdent l'intervention. Et c'est vrai que les médecins anesthésistes, puisque eux vous demandent quels sont les traitements que vous prenez, qu'il ne faut rien occulter. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui cachent parfois qu'ils prennent des antidépresseurs. Or, il est important de vraiment dire à l'anesthésiste tout ce qu'on prend, parce qu'effectivement, il peut y avoir des contre-indications avec les produits anesthésistes. Donc, vous pouvez dire, il y a un rendez-vous avant avec le médecin anesthésiste. Oui, tout à fait. Et dire avec lui, je suis vraiment horriblement angoissée. J'ai peur finalement au dernier moment d'annuler comme ça s'est déjà fait. Qu'est-ce que vous me conseillez? Oui, parce que c'est des peurs qui peuvent aller même jusqu'à l'évanouissement. Hein. C'est vraiment. Oh, mais je sens que ça que c'est quelque chose de très profond. Et déjà, moi, je pense, je commencerai, puisque le rendez-vous, vous allez l'avoir après les fêtes avec le médecin anesthésiste. Oui, le 19 janvier. Donc, moi, franchement, j'en parlerai déjà au médecin traitant. Hein. En premier. Oui, ça va vous gâcher toutes les fêtes là. Oui, c'est vrai. L'angoisse vous rend plus malade que l'intervention. Oui. Et l'angoisse, c'est quelque chose qui rend malade, psychiquement, mais physiquement. Enfin, je veux dire, l'évanouissement, la tachycardie. Donc, c'est dommage de rester quand même avec un tel mal-être. Mais c'est plus fort que vous. C'est-à-dire que cette angoisse-là, c'est plus rationnel comme ça. Non, il y a aucune. Et des fois, je me dis, mais c'est pas possible, je me reconnais pas parce que je suis quelqu'un qui j'ai travaillé dans l'informatique toute ma vie. J'ai un esprit relativement logique et là. Oui, mais ça n'a rien à voir. Dans ma façon de réagir. Non, mais quand on a peur, quand on est angoissé, on n'est pas du tout dans la logique. C'est normal. On va accueillir Bertrande. Bonsoir Bertrande. Oui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir appelé. Alors, vous avez été infirmière en orthopédie, donc vous connaissez bien ces interventions. Voilà, j'étais même au bloc opératoire pendant 3 ans, en service orthopédie. D'accord. Donc j'ai assisté aux interventions, aux malades qui arrivaient avant. Et vous avez vu des personnes comme Jackie qui étaient extrêmement angoissées? Donc, il faut surtout qu'elle en parle
au médecin anesthésiste, qu'elle ne prenne rien par elle-même. Le médecin anesthésiste Vous avez raison, oui. connaît très bien les angoisses. Et il y a également son médecin traitant, je ne sais pas s'il pratique l'homéopathie, mais l'homéopathie a un très très bon effet. Ce n'est pas dangereux, il n'y a pas de contre-indication vis-à-vis de l'anesthésie. Et ça a un effet très reposant et sans être toxique pour la santé. Oui, d'autant que si vous ne prenez rien, Jackie ne prend rien, donc elle va y réagir d'autant plus. Elle va réagir d'autant plus et la réaction sera d'autant plus vive. Tandis que si elle en parle donc à son médecin traitant pour voir un homéopathe qui peut très bien calmer ses angoisses tout en n'étant pas abrasif, toxique pour elle, et après au médecin anesthésiste qui lui donnera quelques jours avant à prendre un traitement, mais surtout d'elle-même ne rien prendre, parce qu'après tout est contrôlé par l'anesthésie, et elle verra un effet bénéfique à son Les malades se relèvent 2 jours après. Donc, comme disait une autre personne que j'ai entendue, il y a les pompes à morphine. Francine, qui a été opérée le 6 octobre dernier. Oui, qui s'autogère toute seule. Donc, c'est plus enfin, elles ont la pompe, elles appuient sur la pompe quand elles ont mal. C'est autogéré, elles peuvent pas se surdoser parce que c'est fait en fonction d'eux. Et 2 jours après, elles sont debout, elles remarchent. Et j'ai vu des personnes me dire, mais mon Dieu, pourquoi j'ai attendu autant de temps? Elles revivent après, elles marchent. Et ça marche très, très, très bien. Bien sûr, j'ai travaillé 40 ans en tant qu'infirmière. J'étais aussi bien en service qu'en chirurgie, enfin qu'au bloc. Donc, j'ai vu les 2 côtés des choses. Maintenant, c'est plus les interventions d'il y a 40 ans où il y avait un traumatisme. Maintenant, tout est géré, la douleur est prise déjà dès le départ. Oui, puisqu'il n'y a même plus de rééducation, souvent, enfin, de moins en moins. J'avais été surprise de ça, moi. Oui, ils mettent des cathéters et qui les injectent pour atténuer sur les nerfs. Donc, même au réveil, on n'a pas de douleur. Bon, il y a une grande cicatrice, ok, mais maintenant, c'est vraiment... Plus rien du tout. Vous voulez poser une question à Bertrand, Jackie? Je vous écoute. Écoutez, moi je me c'est très rassurant. Oui, c'est très rassurant. Je vous remercie beaucoup. Mais quand on va au bloc, est-ce qu'on est déjà un petit peu... Oui, vous êtes déjà en pré-anesthésie. On vous donne un médicament 1 heure, 2 heures avant. Déjà la veille, on vous donne quelque chose. Oui. Et avant de partir, on vous redonne un médicament qui permet de vous détendre et ne pas avoir d'angoisse. Voilà, c'est ce qui me fait le plus peur, moi. Et déjà, alors ça, franchement, on va le prendre. Déjà, vous allez en parler au médecin anesthésiste, que vous ne voyez qu'en janvier. Moi, je dirais, je sais pas ce que vous en pensez, Bertrand, mais ça serait bien qu'elle en parle à son médecin traitant un peu avant. Et le médecin anesthésiste prendra le relais, évidemment. Exactement. Mais pour qu'elle ne se gâche pas les fêtes. Parce que sinon, elle va se gâcher les fêtes. Et vraiment qu'elle ne s'en fasse pas une montagne. Quand même, oui. Un bénéfice énorme. Et vous allez voir, après à l'hôpital, ils vous demandent, c'est-à-dire la veille, comment vous vous sentez, est-ce que vous voulez quelque chose pour pouvoir dormir, passer une bonne nuit, être un peu moins angoissé. C'est par l'anesthésiste, hein. Oui, la veille et le lendemain et le matin, pas pour toutes les interventions, mais peut-être pour celle-là, d'accord. Ah si, c'est celle-là. Pour beaucoup d'interventions, vous voyez, même moi, dans 3 jours, je vais subir une petite intervention. Bon, c'est pas méchant, mais la veille, ils vous donneront quelque chose, et le matin, ils me donneront quelque chose pour que justement l'anesthésie se poursuive sans angoisse et sans accroc, qu'il n'y ait pas de terreur, comme cette dame redoute. Et vraiment, elle n'a aucune crainte à avoir. Et ça se passe maintenant, les gens, on n'est même plus des malades, on dit les patients arrivent décontractés. Mais c'est ce que vous disiez, Bertrand, c'est qu'on a Noël qui a appelé et qui disait qu'elle regrette qu'une chose, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Vraiment, j'ai aussi Jeanne, elle a 85 ans, elle dit vraiment j'ai envie de la rassurer, j'ai les 2 hanches et les 2 genoux opérés et tout va très bien. Et puis Françoise qui m'envoie un petit message en disant ma fille vient de se faire opérer de la hanche, elle a 51 ans, elle est retournée à sa salle de sport très rapidement où elle pratique le body combat fitness. Oui, mais les personnes remarquent très vite derrière et il y a les progrès, il y a de tels progrès qui ont été faits en chirurgie qu'il n'y a plus ces malades qui arrivent angoissés, qui arrivent stressés au bloc, alors que je vous dis, vous en parlez, je dis au médecin traitant pour qu'elle passe des fêtes tranquilles. Voilà.
Et après, l'anesthésiste, qui de toute façon, c'est automatique. La veille, on donne quelque chose. Plus vous allez prendre sur vous, plus vous risquez de... Finalement, c'est un cercle vicieux, cette angoisse. Voilà, donc, à un moment, il faut arrêter de vous dire « je suis une grande fille, je vais prendre sur moi, je vais y arriver, je vais donner le change ». Non. C'est ce que je fais depuis quelques mois. Oui, mais... je pense que ça me réussit pas bien. Non, mais ça va pas. Parce que ça va pas parce que c'est finalement, vous vous rendez malade au fond. Enfin, malade. Vous êtes mal. Vous êtes mal. Elle s'auto-angoisse. Oui. Vous auto-alimentez votre angoisse. Il vaut mieux vraiment en parler à votre médecin le plus rapidement possible. Médecin traitant, qui peut vous donner, comme le dit Bertrand, quelque chose de léger. On peut toujours, si ça ne marche pas assez, vous donner, augmenter un petit peu quelque chose de plus fort. Mais vous pouvez très bien réagir parce que vous n'êtes pas habitué en plus à ça. Non, mais là, et l'anesthésiste prendra le relais et ça sera d'autant mieux qu'il connaîtra au moins ce qu'il vous donne et vous arriverez. Et puis en plus, la veille de l'intervention et le matin, effectivement, vous êtes sédaté. C'est ce qu'on appelle une prémédication. C'est-à-dire que pour décontracter le malade, qu'il soit bien, qu'il n'ait pas la, comment on dit, la gorge serrée ou la peur, pas du tout. Maintenant, ils vont. Vous arrivez au bloc un peu, il y en a qui arrivent un peu comme ça, endormi. un peu déjà un peu endormi, un peu shooté. Oui, il n'y a plus d'angoisse. Et c'est magique. Vous voyez, je me suis réveillée, je vous vraiment rassure parce que je vous écoute tous les soirs. Moi, j'ai subi de grosses interventions, mais. Même étant infirmière, et pourtant Dieu sait si. Oui, justement. On donne tout ce qu'il faut avant. Oui. Parce qu'on connaît. Allez, on vous a dit beaucoup, Jackie. Maintenant, effectivement, évidemment, ça va pas. Vous allez être encore angoissée en y pensant là. Ça va pas s'enlever du jour au lendemain. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vous en parlez. Aux médecins. Et pour qu'on vous. Mais évidemment, c'est pas honteux. Et vous allez vous sentir mieux déjà. Parce que là, c'est pas, il faut pas, vous vous rendez compte, jusqu'à février, vous pouvez pas rester dans un état comme ça. Vous allez pouvoir prendre du recul. Plus elle va avoir mal et plus elle aura de. Et quand ça sera passé, vous allez vous dire, oh là là, qu'est-ce que je me suis rendu malade pour ça. Voilà, pour rien. Oui. Vraiment. C'est vraiment, je l'encourage vraiment à aller en parler. Et puis peut-être que si elle a la chance de voir même un sophrologue ça pourrait lui faire beaucoup de bien. Essayer de faire quelques séances, comme vous disiez tout à l'heure, de relaxation, de manière à dissiper cette angoisse qui est là et qui s'accumule et qui n'en sortira pas. Vous pourrez demander à votre médecin traitant, à l'anesthésiste, d'avoir quelques séances de sophrologie. Il y a quelqu'un qui me dit, j'ai été opérée à 18 ans, d'une très grosse opération orthopédique. Il s'occupe vraiment très bien de nous. On a un petit médicament la veille, vous vous rendez compte de rien, ne vous inquiétez pas et parlez-en à votre anesthésiste. Voilà. Merci beaucoup, Bertrand. Merci d'avoir pris la peine d'appeler et puis vraiment, que vous puissiez passer de bonnes fêtes quand même, Jackie, et vous allez voir. Merci beaucoup, Caroline. Je savais très bien qu'en vous appelant, j'aurais beaucoup il y a plein de messages vraiment très rassurants de personnes qui sont passées par là et vont très bien aujourd'hui. Elles sont très heureuses de leur intervention parce que à nouveau, elles peuvent retrouver leur autonomie. Donc, moi, je ne l'ai plus pour l'instant. Oui, donc vous allez la retrouver, c'est ce qu'il faut penser. Oui, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup de votre appel et merci Bertrand d'avoir pris la peine d'appeler. Au revoir. À tous les auditeurs. Merci à tous ceux qui se sont manifestés. Au revoir. Belle nuit à vous. Bonsoir Ikram. Bonsoir. Merci de faire cette émission. Elle est tout le temps très sympa, très reposante. Merci d'y participer. C'est vous qui la faites vivre en appelant comme ça, en nous parlant de vous et de votre vie. Oui, c'est génial. Alors vous voulez me parler un peu des relations un peu compliquées que vous avez avec votre maman, je crois. Oui. C'est difficile de trouver, parce qu'à chaque fois j'en retiens et après j'oublie. Des exemples, j'en ai depuis mon enfance. Mais bon, c'est quelqu'un au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si on me prend pour quelque chose qu'elle se précise. Attendez, parlez bien parce que parlez bien dans le combiné, mais je vous entends pas très très bien déjà. Donc. J'ai dit, c'est-à-dire que jusqu'à présent, je ne sais pas si elle me privatise pour elle et son mari, si elle me prend pour un objet, elle me prend sans personne, sans esprit, sans personne, quelqu'un qui n'a pas de personne, qui n'a pas de corps, qui n'a pas d'envie, qui n'a pas de... Alors attendez, parce que là, c'est vrai que je me perds
clair un peu. Je sais pas très bien ce que vous, c'est là que vous vivez chez votre mère. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, vous partez donc chez votre mère et chez votre beau-père. Parce que là, vous partez un peu dans votre ressenti, dans les considérations, mais c'est pas clair. Vous voyez, pour moi, j'essaie de comprendre. Donc, vous vivez chez eux. Vous travaillez parallèlement? J'avais commencé le travail, j'espère bien que je vais pouvoir tenir. Pourquoi vous ne pourriez pas tenir, selon vous? Parce que je suis statut handicapée, mais c'est pas question de ça. Le souci, c'est que j'ai fait 2 opérations dans mon pied parce qu'il ne va pas très très bien. Et puis là, je rendez-vous avec la dermato jusqu'au 15 janvier, alors que le travail va commencer bien avant. Et on doit rester debout. Alors je vais voir si je peux rester à la caisse ou debout. Je vais le dire à l'entretien, mais vous avez un statut travailleur handicapé, ils le savent. Là où vous êtes recruté, vous allez avoir un entretien prochainement. Oui. Donc ils savent que c'est dans le cadre de... Ah oui, je suis passée par ce cadre-là. D'accord. Donc bon, déjà effectivement, si la station debout est pénible pour vous, oui, voilà, donc ils peuvent peut-être l'adapter. Voilà, je pense que c'est bien. Par rapport à votre mère, donc qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, vous avez le sentiment que du fait peut-être de votre handicap, elle vous considère toujours comme une enfant, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'ascendant, d'autorité sur vous? Elle a beaucoup d'autorité sur moi et c'est même avant le handicap. C'est ce qui a poussé, c'est ce qui m'a poussé à mes 18 ans, à faire une grosse déprime au point de m'enfermer dans l'appartement et ne plus bouger pratiquement. Je mangeais un peu, mais sinon je ne bougeais plus. Et dès qu'elle venait à la maison, je fermais ma chambre à clé. Et aujourd'hui, donc puisqu'aujourd'hui vous avez 26 ans, oui, ça a été. Donc ça, après ce rapport de force un peu que vous aviez instauré avec votre mère, de vous replier dans votre chambre, est-ce que les relations sont un peu améliorées? Elles se sont améliorées, mais bon, tant mieux. Ces derniers temps, ça, il revient quand même comme des clashs parce que, c'est-à-dire que, comment je pourrais dire, elle n'a pas évolué. C'est toujours moi qui dois m'adapter à elle. Vous voyez? C'est toujours moi qui dois m'adapter dans mes faits, dans ce que je pense, dans mes raisonnements. C'est-à-dire qu'elle veut un peu toujours régenter votre vie, diriger votre vie? Voilà. Penser un peu à votre place? Pourquoi t'as pas fait ça comme ça? Et moi, chacun a sa façon de faire. Elle me dit, non, tu fais comme ça. Il serait peut-être temps pour vous de pouvoir prendre un peu d'autonomie, finalement, si vous le pouvez, ce qui peut être une possibilité avec cette perspective d'emploi. Ça serait formidable pour vous. Exactement. Oui, exactement, je me suis dit aussi. Parce que c'est toujours compliqué quand on vit chez ses parents à l'âge adulte. Effectivement, il y a des réflexes qui demeurent de l'enfance où les parents ont toujours tendance un peu à considérer comme si vous étiez restée petite, et peut-être que c'est accentué du fait de votre handicap, où elle vous a beaucoup protégée, voire surprotégée. Je ne sais pas. Oui, elle m'a beaucoup protégée du fait qu'elle faisait la différence avec mon père quand j'étais petite. Mais trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Oui, vous en avez assez aujourd'hui. Alors que moi, oui, voilà. Alors que moi, j'étais toujours là pour elle. J'étais vraiment toujours là pour elle, quoi. C'est quelqu'un que j'adore. Je l'aime beaucoup. Je ne le remplacerai pas. Avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, je n'ai pas l'intention de la quitter, de la mettre de côté. Mais des fois, d'autres jours, je lui ai envoyé un texto. Je lui ai dit que si tu veux vous pouvez bien parler dans le combiné, Ikram, parce que j'ai beaucoup de mal à vous entendre. Il y a des moments où vous l'éloignez, je capte parfois un mot sur 5, donc c'est un peu compliqué de vous suivre. Parlez bien dans le combiné. Oui, là, par moment, vous l'éloignez, vous le ravancez, c'est difficile pour moi de vous suivre. Oui, parce que je mets ma main. Ah oui, mais si vous mettez votre main, c'est pas possible à l'antenne. Moi, je peux pas. Vous voyez, parce que franchement, il y a des moments où j'essaie de capter, mais un mot sur 5, je peux passer à côté de... Vous voulez pas être entendu, évidemment. C'est ça, parce que vous appelez de chez vous. Oui, je veux dire peut-être que votre mère entende que vous téléphonez, c'est ça?
Non, il n'y a pas de souci. Mais alors, ne mettez pas votre main devant le combiné parce que ça, c'est compliqué du coup, vous voyez, pour moi de vous entendre. Mais là, vous m'entendez bien? Je vous entends un peu mieux. D'accord. Oui, je vous entends un peu mieux. Je vais vous donner le dernier exemple, par exemple, parce que la relation est vraiment... Elle est toxique pour moi. Pour elle, elle doit être sous ses ailes. Mais pour moi, elle est toxique. Parce que, par exemple, vendredi soir, il y avait une soirée, je suis sortie. Je me suis un peu amusée. J'ai vu des gens, ceci, cela. Et moi, ça m'arrive vraiment pas souvent. À part quand je prends un café en bas de la maison ou des choses comme ça, mais ça m'arrive pas souvent. Et puis là, elle revient. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit hier? Elle était sortie faire ses courses. Et moi, je l'ai appelée. On n'était pas bien. Je l'ai appelée parce que je lui ai dit, passe-moi quelqu'un, la personne qui était avec elle. En disant ça, sur des propos, on s'est disputé. Donc, elle me dit, mais c'est pas moi qui traînais avec des hommes le soir, toute la nuit. Alors que je suis pas rentrée déjà toute la nuit. Je suis venue... Oui, vous me dites que c'est pas fréquent. Au contraire, que vous étiez très contente de ça. Je n'ai pas passé la nuit, oui. Oui. Il ne s'agit pas d'hommes... Oui, vous l'avez vécu comme un reproche, comme si elle vous reprochait. Déjà, vous n'êtes pas sortie toute la nuit. Et puis, quand bien même, après tout, vous avez 26 ans. Alors après, elle peut s'inquiéter. Effectivement, peur que vous ayez eu un accident ou je ne sais quoi. Mais son inquiétude, c'est de l'inquiétude finalement qu'elle a, votre mère. C'est de l'inquiétude, mais qui, pour vous, est envahissante. Vous empêche finalement de vivre votre vie, alors que vous aviez passé, là, pour le coup, une soirée très agréable avec des amis. Et le lendemain, finalement, c'est comme si elle vous reprochait... Bon. Oui. Écoutez, ce qu'il faut espérer, c'est que vous trouviez, que ça aboutisse, ces démarches-là d'emploi, et que cela vous permette de prendre un petit logement, et que vous puissiez prendre un peu votre volet de vos propres ailes. Et je pense que du coup, les relations avec votre mère s'amélioreront, seront plus simples, parce qu'elle sera plus dans un quotidien. Là, vous êtes trop l'une sur l'autre, finalement. Voilà, je dois lui donner des explications pour tout. C'est ça. Donc c'est et c'est normal que ça vous agace. Et elle a du mal à faire autrement parce qu'elle a toujours été comme ça avec vous, certainement beaucoup à vous surprotéger. Et dans la mesure où, certes, vous avez un handicap, mais qui ne vous permet pas, qui ne vous empêche pas, plus exactement, de prendre de l'autonomie, d'avoir un travail et d'avoir un logement. Oui. Donc, il faut continuer vos efforts dans ce sens-là. Vous l'avez quand, votre entretien de recrutement? Le 11. Le 11, c'est bientôt, là. Oui, bien sûr. Bon, on croise les doigts pour vous, Ikram, hein. Il faut y croire, là. Vraiment, il faut y croire. Et vous allez voir qu'après, quand vous serez chez vous, vous allez retrouver, vous aurez moins de friction comme ça avec votre mère. Il est temps, finalement, que vous vous sépariez un peu toutes les deux. Donc, oui. Bon, on croise les doigts pour vous, pour cet entretien. Oui. Bonne chance, Ikram. Merci. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir, Marie. Bonsoir, Caroline. C'est Françoise, c'est Marie qui a 66 ans, qui travaille en maternelle, qui vous appelle. D'accord, c'est bien ça. Bonsoir. Je vous ai eu au téléphone il y a un certain temps. Mais je vous remercie beaucoup de me prendre et surtout d'écouter si bien les gens qui vous appellent, parce que je pense à Erkam le 11 décembre. Le travail personnellement m'a sauvé la vie, donc je pense que pour elle ça peut être la même chose. Ça permet d'être autonome, d'avoir une distance nécessaire avec ses proches, et ça peut beaucoup aider le travail. Donc moi je dois beaucoup à mon travail. Oui. Alors je travaille en maternelle. Oui. Je pense que c'est un problème qui peut rejoindre beaucoup de gens. À l'heure actuelle, je suis mariée. Mon mari a déjà sa retraite. Moi, je l'aurai incessamment. Elle va être calculée. Je n'imaginais pas qu'on serait au-dessous du minimum. Je croyais que le minimum retraite était à 727 €. On est en dessous. Donc, comme j'ai jamais triché ni profité de la situation, je n'ai jamais caché que j'ai un appartement de famille. Donc, je l'ai vendu pour habiter un studio.
et avoir un peu d'argent supplémentaire. Mais le problème, c'est que nous devons faire face à des minimums de charges, très peu de charges courantes, mais on a été, mon mari et moi, nourris à notre travail à midi. On faisait que le repas du soir ensemble. Oui. J'ai pas eu de mère, j'ai pas appris à faire la cuisine. Alors, j'achète évidemment dans les petites enseignes pas chères autour de chez moi que je trouve qui sont bien connues, mais je ne sais pas du tout bien faire la cuisine. Et j'avais entendu parler de cuisine pour aider les gens à accommoder les restes, à faire de la cuisine pas trop chère. Oui. Je crois que ça existe, des cours de cuisine. Je serai plus libre en janvier, je pourrais même consacrer du temps, donner de mon temps pour ça. Mais est-ce qu'il existe des cours pour se nourrir à peu de frais et faire de la cuisine chez soi? C'est le seul moyen, j'imagine, de faire des repas pas chers. Et non seulement des produits bon marché, mais équilibrés, je pense faire une nourriture équilibrée, mais la cuisiner un petit peu, ce que je ne faisais pas du tout jusqu'à présent. Oui, c'est-à-dire que le soir, vous achetiez plutôt des plats préparés, c'est ça? Parce que vous mangez bien nourri au travail. Voilà, donc vous pouviez manger un petit peu plus sur le pouce le soir. Voilà, oui. Et maintenant c'est tout différent. On va être 2 à midi de le soir et il faut vraiment que je cuisine. Oui, donc votre mode de vie, vous anticipez, c'est bien. Vous anticipez, vous réaménagez. C'est votre mari qui va être content que vous ayez envie comme ça de cuisiner. Peut-être qu'il va vous suivre, que lui aussi va vouloir avoir envie de cuisiner un peu. Ah ben voilà, peut-être. Il va se dire la retraite a de belles perspectives. Si j'ai mon épouse qui se met à cuisiner, ça va faire un homme heureux. Je suis sûre qu'à la retraite, je vais me mettre à cuisiner. Oui. Et ça se trouve, vous allez découvrir beaucoup de plaisir. Je n'ai pas beaucoup de système. Oui. Je voudrais pas des cours de cuisine traditionnels où c'est des produits chers. Je voudrais un cours de cuisine où même on fait un repas en commun et on apprend en même temps à le faire. Et ou bien on apporte les ingrédients, ou bien on participe. C'est vrai que j'ai entendu parler de ça dans certaines communes. J'avais entendu, mais justement, vous parliez d'école où il y avait une éducation qui était faite à l'attention des enfants, mais aussi des parents. C'est-à-dire qu'avec des aliments simples, on leur apprenait à faire des plats finalement qui pouvaient nourrir toute la famille pour pas beaucoup. Par exemple, là on est en automne, c'est la saison des pommes. Vous pouvez faire une compote, c'est très facile à faire une compote de pommes et c'est très bon. Il y a tous les potages qui déjà remplissent bien l'estomac et au moins c'est très sain, c'est plein de minéraux, ça cale bien et au moins c'est très sain. J'ai fait ça aujourd'hui avec des légumes que j'avais eu une petite quantité de légumes que j'ai tous bien lavés, épluchés. Et j'ai pas d'appareil, donc j'ai passé à la moulinette comme quand on fait des carottes râpées. Oui. Sans écraser du tout, très fin. J'ai fait revenir un tout petit peu de beurre selon une recette que j'avais lue. Et j'ai fait cuire 20 minutes avec un litre d'eau. Et ça fait un potage qui nous a servi de repas principal, vraiment un bon potage avec tous les légumes mélangés, navets, pommes de terre, carottes. Et oui, c'est ça. Et après, vous pouvez varier parce que vous pouvez les avoir coupés en petits morceaux, vous pouvez les mouliner. Voilà. Aussi, vous pouvez faire des veloutés. Voilà. Il y a Frésia qui m'envoie un petit message pour me dire que Jean-Pierre Coff a écrit un livre de recettes justement pas cher. Alors il a écrit beaucoup de livres de recettes, mais je me demande s'il n'y en a pas. Il y a un titre, c'est tout simplement. Alors je sais pas si c'est de Jean-Pierre Coff, mais ça s'appelle L'art d'accommoder les restes. L'art d'accommoder les restes. Ce que savaient merveilleusement faire, je trouve, nos mères et nos grands-mères. Moi, j'ai toujours vu ma mère et ma grand-mère. On ne jetait rien. Oui, on ne jetait rien. Et c'est vrai, maintenant, c'est affreux quand on voit la nourriture que l'on jette, tous, parce qu'effectivement, on achète beaucoup plus sous vide. Et que parfois c'est dans des grandes barquettes, on croit que c'est plus cher, ils le font en grand format, et résultat, malheureusement, il y a date de péremption, et voilà. Mais avant, regardez le hachis parmentier, il y avait même le pain perdu, c'est très bon. Vous avez connu ça enfant, Ah oui. Moi, le pain perdu, j'ai connu et je trouvais ça très très bon. Oui. Effectivement, avec du vieux pain. De semoule, de riz aussi, des gâteaux. Ça, je sais pas trop les cuisiner, mais c'est un bon truc. Frésia, c'est déjà une bonne chose de me dire ça, l'art d'accommoder les restes. Alors, elle parle d'un livre de Jean-Pierre Coff qui a écrit un livre de recettes, puisqu'il travaille pour ces grandes enseignes, justement. Bon, mais il a écrit, c'est vrai, il en parlait, un livre de recettes, justement, où on peut vraiment le coût de revient est vraiment
très modique. La somme est pour une somme très modique et bien cuisinée. Mais moi, j'ai en tête, alors je sais plus qui en est l'auteur, est-ce que c'est Jean-Pierre Coff ou pas, un livre qui s'appelle L'art d'accommoder les restes, justement. Ou justement pour ne rien jeter. Et c'est vrai que finalement, ça redevient un art. Ce que faisaient nos mères et nos grands-mères naturellement parce que rien ne se perdait. Aujourd'hui, on a perdu ce sens-là parce que déjà on cuisine moins. Mais et c'est dommage. Vous savez, un yaourt qui a dépassé la date de péremption, moi je ne le jette jamais. Vous avez raison. Je le goûte. Oui. Et au goût, on sait très bien s'il y a 2 jours d'écart, si c'est encore bon. À 2 jours d'écart, c'est bon, hein, vraiment. Oui. Moi, je goûte toujours. J'ai pas du tout peur de me faire empoisonner. J'ai jamais été empoisonnée, mais j'ai pas peur de me faire empoisonner du tout. Faut être vigilant. Faut regarder. Si on a une date qui dépasse, faut goûter avant de jeter. Hein. Et souvent, ça passe très bien. Ah ben merci Fabrice là et Jeanne, ils sont allés regarder sur internet. Jean-Pierre Coff, c'est le plaisir à petit prix. Le plaisir à petit prix. D'accord. 9 €. Pas trop cher. On peut s'offrir ça quand même. Les plats à 9 €, pardon. Les plats sont à 9 €. Ah, les plats à 9 €, oui. D'accord. Bon, voilà. Donc, il y a Frésia qui dit le pain perdu de ma mère, c'est ma Madeleine de Proust. Oui. Il y a quelqu'un qui me dit la soupe à l'oignon. Et c'est vrai que la soupe à l'oignon, c'est très simple à faire, une soupe à l'oignon. Eh bien, ça fait toujours énormément plaisir. Une bonne soupe à l'oignon gratinée, c'est merveilleux. Oui, tout à fait. Ah, il faudrait que je vais à cette heure-ci, il est trop tard, il faudrait que je réveille ma mère parce qu'alors elle est très douée, c'est une très bonne cuisinière, mais là elle me maudirait là. Là, elle me dirait d'aller me faire cuire un œuf là, vraiment à cette heure-ci à minuit 50. Ah oui. Elle est très bonne cuisinière et c'est vrai que moi j'ai des plats comme ça de mon enfance où rien ne se perdait finalement, c'est vrai. Vous avez été gâtée par une nourriture familiale. Oui, bien, beaucoup. Ça. Oui, avec des légumes du jardin. Ça compte, c'est équilibré d'abord et puis c'est le plaisir de partager en plus. Et puis les légumes du jardin, il y a rien de mieux, c'est goûteux, vraiment. Vous voyez les tomates du jardin là, moi j'en trouve nulle part ailleurs de celles-là. Oui. Elles sont sucrées, elles sont... Oui, c'est vraiment... Donc je pense que quand vous voyez votre maman, elle vous fait encore des bons petits plats alors. Et oui, et en vous écoutant, je me dis que j'en profite pas assez. Voilà, on travaille maintenant. J'en profite pas assez, donc c'est vrai que vous avez raison. C'est parce que c'est vraiment tous les souvenirs d'enfance qui reviennent. Un soufflé au fromage, par exemple. Vous voyez, bon alors ça c'est pas facile à faire parce que c'est je veux dire c'est pas quelque chose à faire quand on invite parce que ça peut retomber. Vraiment on le dit, hein, ça retombe pareil. Mais il y a plein de choses comme ça. Les œufs basquez, il y a plein de trucs à faire. Mais avec cuisiner les restes, il y a bien quand même des cuisinières encore à cette heure-ci qui sont là minuit 52 sur Europe 1 qui pourraient nous donner quelques petites recettes comme ça. Peut-être qu'elles sont plus en ce moment en train de cuisiner, de chercher les recettes pour les fêtes. Pour Noël, Je me souviens de cette gentille dame qui nous avait appelé, c'est une grand-mère l'année dernière, parce qu'elle se demandait comment cuisiner le boudin blanc. Ah, d'accord. Vous vous souvenez pas de ça? Il y avait eu des tas de recettes pour cuisiner le boudin blanc et j'avais appris qu'on pouvait le cuisiner au four. Là où moi je pensais que c'était à la poêle. À la poêle, oui. J'aurais tendance à le piquer et à le cuire à la poêle pas longtemps. Eh ben vous voyez que et si ça cuit très doucement mais longtemps quand même un peu. Vous voyez que vous avez vous savez faire plein de choses finalement. J'ai pas confiance en moi, mais oui. je voudrais m'y mettre vraiment. Vous aimeriez parce qu'il y a quelqu'un qui dit pourquoi ne pas demander à votre mairie, en tout cas si c'est pas mis en place, ça serait peut-être une suggestion. Je trouve que c'est une très bonne idée que vous avez. Oui. Je suis sûre que en plus par ces temps de crise, ça pourrait intéresser beaucoup de monde, de réapprendre à cuisiner finalement des choses simples. La cuisine de tous les jours, parce que souvent on nous fait dans les émissions, c'est de la cuisine déjà un petit peu recherchée. Oui, recherché. Il y a beaucoup d'émissions, mais c'est recherché, c'est des choses très. Mais cuisiner tous les jours, c'est finalement, je trouve, le plus compliqué. Toutes les cuisinières, toutes les mères de famille, elles se cassent la tête en disant qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas. Il y en a qui sont très organisés pour les courses, pour tout ça. Et c'est d'autant mieux quand on est organisé parce qu'on utilise tout, justement. On n'a rien à jeter. Mais moi, je suis pas comme ça. On n'est que deux. C'est pas grand-chose. Quand on reçoit, on fait un peu attention. Oui, c'est parfois plus facile de cuisiner pour plusieurs, finalement. Oui, quelquefois oui. Quelquefois oui, un plat complet peut faire l'affaire pour plusieurs. Oui, c'est vrai. Par exemple, les pâtes. Tiens, vous pouvez après des pâtes, celles qui restent, vous les faites réchauffer au four en gratin.
Oui. Des gratins de coquillettes avec du jambon, du râpé dessus, c'est très bon. C'est très très bon. Plutôt que d'aller les jeter. Bien sûr. En gratin, c'est merveilleux des pâtes. Très bien, oui. Bon. Je n'ai pas l'idée de ça, mais je note bien ce que vous me dites parce que c'est une très bonne idée. Oui. Enfin, mais vous savez, après, je vous dirais pas, me dites pas trop comment tout faire, les soupes, parce que si vraiment dans ma famille on m'entendait parler, ça ferait bien rigoler, parce que je suis une piètre cuisinière. J'adore, j'aime bien manger et je suis connaisseuse parce que j'ai été élevée vraiment avec des femmes autour de moi qui étaient de vrais cordons bleus. Mais alors moi, je suis vraiment une piètre cuisinière. Mais je sais faire la différence entre. Caroline. Vous êtes déjà tellement bonne à l'antenne pour écouter les gens, tellement parfaite que je me demande quand vous pourriez. Oui, mais ça nourrit pas son homme, ça, vous savez. Oui, mais bon. Finalement. Bon. Il y a quelqu'un qui me dit sur Marmiton. Et oui, il y a tous les sites évidemment. Vous allez un peu sur Internet? Là, j'ai Internet à mon travail pour l'instant. Marmiton, alors, sur Marmiton, via Google, dit cet auditeur ou cette auditrice, Marmiton, comme un marmiton, vous trouverez des centaines de recettes ultra simples et excellentes et à petit prix. D'accord. Il y a également, quelqu'un me dit, moi, j'adore, quelque chose de très simple, une bonne omelette pomme de terre avec une belle salade. Et c'est vrai. D'accord. Un petit verre de rouge avec, pour accompagner ça. Et c'est vrai, ça fait un petit repas du soir, ça. Très bien. Il y a également, fraisier à la brandade de morue. Oui, mais alors ça, la brandade de morue, c'est autre chose. Mais c'est vrai que c'est très bon. Mais enfin, il faut faire des... moi, je voyais bien la morue qui dessalait dans la grosse marmite, mais enfin, c'est ça, il faut la faire dessaler déjà. Oui, je trouve que c'est pas vraiment de la cuisine de débutante, c'est merveilleux. Et puis, on a ça à la cantine de l'école, ça paraît très, très préparé. Je ne sais pas du tout comment ça se fabrique, ça. Et vous pourriez pas demander un peu au cuistot de l'école? Je suis sûre qu'il a des... Écoutez, ils font des très bonnes choses que les enfants... Vous savez que les petits sont difficiles. Ils aiment tellement les fast-food ils ne connaissent plus assez, tous les goûts. Il y a des bons plats dans les écoles. Il y a des bons plats nourrissants. Il y a des gratins de légumes, de légumes verts. Oui. Mais les enfants, c'est affolant comme les enfants n'y touchent pas. Ils prennent steak haché, frites. Évidemment, c'est plus simple. Oui. Ils sont habitués à ça. Ils demandent les McDo, ils demandent tout ça. Mais quand il y a des bons gratins de courgettes, c'est vrai que je ne sais pas comment ça se fabrique. Et moi, j'en profite beaucoup parce que c'est très bon. Et malheureusement, c'est des assiettes d'enfants qui vont à la poubelle parce qu'ils ne mangent pas leur assiette. Oui, malheureusement. Il y a du gâchis de ce côté-là parce que les petits ne varient pas leur quand ils ne sont pas habitués chez eux, ils ne varient pas la nourriture. Bien sûr, et c'est pour ça que ça s'éduque. Il y a vraiment toute une éducation à faire parce que les saveurs, après, pourquoi on est attaché, c'est dans l'enfance finalement d'essayer de leur faire goûter une diversité. C'est vrai que les légumes, les enfants et les légumes, c'est pas très simple. Ils préfèrent pommes de terre, frites, pâtes. Bon, voilà. Mais il y a Sabine qui me dit un bon gratin dauphinois, des lasagnes. Voilà, ça donne faim à tous les auditeurs. Il y a Marie, il y a quelqu'un qui dit, c'est une Marie aussi, elle dit j'adore cuisiner. Elle demande dans quelle région vous êtes? Parisienne. Et puis là, je vois Laurence Gontier qui vient d'entrer dans le studio et qui se frotte les mains parce que alors c'est une excellente cuisinière. Ah oui, vraiment, elle nous fait goûter certaines de ces petites choses comme ça après l'émission. Là, la semaine dernière, mercredi, elle nous avait amené un petit cake à la banane avec des noix de pécan. Ah oui, c'est à tomber par terre, à tomber par terre. Oui, non. Voilà. Écoutez, peut-être qu'on pourrait lui demander au lieu du flash qu'elle nous donne une petite recette. Ah voilà. Alors, tiens, il y a quelqu'un qui me dit qu'au Resto du Cœur, il y a des ateliers cuisine. Ah, très bien. Vous voyez, ça c'est effectivement, ça se comprend parce que apprendre finalement à cuisiner avec des choses simples. Il y a quelqu'un qui me dit voir aussi auprès de votre caisse d'allocation familiale. Oui. Il y a Amanda qui est en Corse. Tiens, je me disais qu'elle allait nous donner une recette corse, mais non, elle met sur une pâte brisée de la ratatouille, de la crème, 25 centilitres, 2 œufs battus, thon naturel, olive verte, mélangez le tout, passez au four avec du gruyère et bon appétit. Il y a Moonlight qui dit il existe aussi la cuisine pour les étudiants ou pour les débutants. Vous allez trouver des recettes faciles et très peu chères. Il y a Loulou qui me dit nous sommes 2 chaque semaine, je fais 2 plats en quantité suffisante et quelques salades, soupe et tarte pour environ 60 € de course. Je prends mes recettes sur Internet, dit Loulou.
60 € par semaine. Oui. Puis là, j'ai un kamikaze, il y a Pnop qui dit « Je suis volontaire pour goûter à vos gratins ». Il va pas être déçu, hein. Donc, mais c'est une bonne idée de demander. Donc déjà, je savais pas, les Restos du Cœur faisaient ça. Peut-être... Je suis un peu en contact parce que j'y pense beaucoup au Restos du Cœur, ça me touche énormément. Et oui, donc, et forcément, plutôt que effectivement réapprendre à cuisiner aussi des produits. C'est un peu ça, réapprendre à cuisiner des produits, même des conserves, même des produits simples, mais réapprendre à les cuisiner, ça, je trouve que ça peut, on peut donner de son temps en même temps qu'on apprend quelque chose. Ce serait un peu mon idée, ça, si vous voulez. Oh, je suis sûre qu'il va arriver plein de recettes de cuisine sur le répondeur et tout ça, mais là, il est l'heure qu'on se quitte. Il y a quelqu'un qui dit des cours de cuisine aussi à la maison de quartier. Mais en tout cas, vous nous avez donné faim, ma chère Marie. Ah bon, vous nous rappellerez quand vous serez à la retraite. Vous avez donné 2-3 recettes. Je vous embrasse. Surtout si je cuisine, je vous donnerai une bonne recette. Avec plaisir. Au revoir, Marie. Au revoir. Merci.